Ok, alors voilà, pour la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose de parler du traitement, les traitements classiques, Ouais. et on verra après s'il existe d'autres traitements que les traitements classiques. En tout cas, on s'en Donc, il y a les formes, ça dépend du degré de sévérité. Évidemment, moi, en soins intensifs, j'ai vu des formes sévères. Je dirais que le traitement du Covid, il est varié, il est adapté à la gravité de la maladie et surtout à la personne, au terrain, quoi. C'est ça, mais c'est quand même important parce que je dirais quand même que pour un grand nombre de gens, tu confirmeras, peut-être, c'est que c'est peut-être pas la grippe, mais ça s'est manifesté comme un rhume ou une grippe pour beaucoup de gens, le Covid. Il y en a même beaucoup qui ont dit, ou qui l'ont fait sans peut-être s'en rendre compte. On a parlé d'asymptomatique. Moi, j'ai eu des Covid intestinaux purs. Exactement. En fait, un tableau très, très variable. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes qui doivent rien faire de spécial, si ce n'est tout ce qu'on a dit avant, avec les préventions, les carences, ça certainement. Mais on avait envie de dire que ça, c'est des remarques pour se prévenir de toute infection Oui, virale. l'immunité dépend de la vitamine D, du zinc, du Voilà, donc RDHA, donc c'est pas propre au Covid. ouais, que ce soit infection ou Voilà, cancer, même cancer. c'est sûr, c'est général. Pour être en meilleure santé, il faut prendre des vitamines, il faut prendre du zinc. Et pour un Belge, toute l'année, on va dire. En tout cas pour la vitamine D, vitamine C. Mais en même temps, ça va, beaucoup de Covid sont probablement, peuvent être comme ça, pris en charge comme ça. C'est un peu le rôle du médecin généraliste, par contre, de savoir la forme où il faudrait faire un peu plus. Et là, il y a ces fameux traitements, mais qui ont été quand même bien médiatisés, l'hydroxychloroquine avec un antibiotique et plus du zinc, où là, on va vraiment agir sur le virus spécifiquement au niveau du C'est quand Covid. même rappeler que si les hôpitaux ont été débordés, c'est en grande partie à cause de nos dirigeants, tant Bien en sûr. France, Belgique que d'autres pays, qui ont interdit Alors, l'hydrochloroquine qui n'agit que les premiers jours, hein. tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un scandale. On a retiré aux médecins de première ligne, médecine générale, la possibilité de soigner par une molécule qui a Exactement. position efficace, qui est sans effet secondaire si on l'utilise à dose normale, hein, pas sur dose, hydrochloroquine. Mais d'ailleurs, je me permets de prendre un petit moment là-dessus. Ça, c'est une des choses qui m'a choqué, qui m'a fait me rendre compte, moi, en tant qu'intensiviste, il y a un problème. Qu'on interdise un médicament, j'en ai pas souvenir. Il ne faut pas oublier, il faut remettre ça dans le contexte. Les médecins généralistes, il n'y a personne normalement qui doit venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils doivent tenir compte des autorisations de mise sur le marché, peut-être, mais on sait parfois qu'on peut prescrire un médicament hors. Off the board. Voilà, si c'est en âme et conscience du médecin, donc je rappelle qu'il y a un diplôme. S'il a eu son diplôme, s'il y a des erreurs médicales, ça c'est, à ce moment-là, il y a des problèmes. Mais on va dire un médecin qui est jusque-là, un médecin qui travaille bien, qui connaît son métier, s'il estime, au vu de ce qu'il lit, de ce qu'il reçoit comme information, que ça a du sens de prescrire l'hydroxychloroquine, qui, je le rappelle, est un médicament qui est prescrit depuis 70 ans. C'est un des plus vieux médicaments, en fait, pour lequel aussi on a, au niveau des incidents, accidents, très peu d'incidents mortels sur l'hydroxychloroquine. Et encore, c'est avec des doses. Parce que l'autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont osé dire qu'il y avait du danger à donner de l'hydroxychloroquine, on pouvait devenir aveugle, voire faire un trouble du rythme cardiaque sévère, mais c'est à des posologies qui dépassent largement ce qui était préconisé, puisque le protocole, c'est entre 5 à 10 jours, c'est 200 mg d'hydroxychloroquine 2 à 3 fois par jour pendant 10 jours. À ces doses-là, aucune toxicité n'est décrite, Et à noter qu'il y a une des hormis... études qui a descendu l'hydrochloroquine, ils ont donné des mégadoses, hein, ils sont montés à 2 grammes, 2 Oui, grammes et oui, demi, oui, oui. pour justement qu'ils aient secondaires et pour dire Oui, oui, c'est médicaments Discovery. dangereux. Étude Discovery, Tout à fait. quand on analyse, ça a été donné trop tard. Ouais, Donc, tu as trop très bien tard. dit, il Ouais. faut le donner très tôt. L'hydroxychloroquine, c'est très tôt que ça marche. C'est assez logique, hein, en médecine en général. Plus on donne un traitement censé agir très tôt, bah, plus ça va être efficace, puisque plus on attend, bah, plus la maladie prend de l'importance. Et là, ça devient illusoire en donnant un médicament de juguler la chose. C'est ce qu'on a fait. En fait, les études, je dirais même pour l'hydroxychloroquine, c'était presque fait exprès Ouais. pour essayer de montrer qu'elle n'était pas efficace. Puisqu'on disait qu'il faut la donner le plus tôt possible, on l'a donnée très tard à l'hôpital. Ça, on a très vite compris qu'à l'hôpital, c'était trop tard. Et en particulier dans les formes sévères. Donc, on l'a donné trop tard et à des posologies et à des personnes très fragiles dont le rein était très fragile, le foie très fragile. Déjà, à des personnes comme ça, tous les médicaments, on va donner 2 fois moins. On va donner des médicaments, si c'est 3 fois par jour, on va le donner qu'une fois par jour. Enfin, c'est important parce que ça, c'est un des points sans trop, parce que c'est pas le seul, hein, il y a la PCR et tout ça, mais ça, c'est un des points qui a vraiment, et moi personnellement, mais je regarde autour de moi,
révélé qu'il y avait un problème d'interdire à des médecins, au nom de quoi, d'interdire un médicament peu toxique qui connaissent bien des posologies qui sont sans danger, et de faire des études qui finalement font exprès de l'utiliser à des timings et à des doses qui ne pouvaient, pas besoin de faire l'étude. Hein. On aurait pu dire bien avant, ben, ça va pas marcher. Donc, mais ça, je dirais, même ces traitements hydroxychloroquine antibiotiques, qui, eux, vont agir vraiment sur le virus, l'empêcher de rentrer dans la cellule, doivent être réservés en préhospitalier non, en préhospitalier, ça va en aller à l'hôpital, mais ça avait du sens pour éviter la saturation des hôpitaux dont on a tant parlé, dont on s'est servi pour justifier les confinements. C'est pas rien. De donner... Mais ça, c'était laisser les médecins généralistes prescrire et faire leur boulot. En quoi les politiciens, les médias, les journalistes devait se mêler du boulot d'un médecin qui, toute sa carrière, travaille finalement dans son cabinet sans toujours téléphoner. Il y a noté que les médecins rebelles qui l'ont quand même prescrit, qui ont quand même prescrit le Zithromax et l'azithromycine, surtout en France, ont été convoqués à l'ordre de médecins. Voilà. Hein, donc ils étaient punis pour avoir osé sauver la vie de leurs patients. C'est ça, donc ça. On a eu moins ça en Belgique, mais... Non, mais je connais des médecins belges qui, soit pour éviter ça, ont prescrit, ont fait leur métier presque en clandestinité, j'en connais, voire même qui ont eu des problèmes. Ça aussi, c'est révélateur, parce que pourquoi si ce n'est, on veut vraiment saboter un traitement. Voilà. Mais donc, beaucoup de résultats, il suffit de prendre l'IHU à Marseille, l'Institut Méditerranée, là c'est un centre d'infectiologie bien célèbre, avec le docteur Raoult, mais d'autres centres dans le monde aussi, des tas de résultats positifs, à condition de donner ce traitement tôt, le plus vite possible en fait, et aux doses recommandées, et dans l'association qui était préconisée, hydroxychloroquine, azithromycine, plus du zinc. C'est vrai que ça a du sens de rajouter ça. On a des choses simples, pas chères, vraiment pas chères, connues depuis des années, qui n'ont presque pas de toxicité si on respecte les posologies. Qu'est-ce qui peut justifier d'empêcher ça dans une urgence sanitaire? Il y a noté que Raoul, on en pense ce qu'on veut, mais il a eu une mortalité dans son institution hospitalière qui était bien, bien moindre que les autres régions de France. Parce qu'il a bravé la loi, je dirais. Il ne pouvait pas, il a quand même des hydrochloroquines, et il a, voilà. Donc, il a preuve par plus que ça fonctionne. Tout à fait. Et ça encore, c'est un élément de plus d'avoir... on a critiqué le traitement d'abord en critiquant la personne, alors que ça n'avait rien à voir. Le traitement, d'ailleurs... Peut-être qu'il y avait une molécule qu'on voulait mettre sur le marché, le remdesivir, qui était inefficace sur l'Ebola, inefficace dans le sida avant, et qui est prouvé comme étant inefficace dans le Covid, puisqu'on a des problèmes rénaux, etc. Et résultat des courses, l'Europe, malgré les études qui sortaient sur une efficacité, a acheté en quantité faramineuse sur remdesivir, qui doit être mis à la poubelle pour l'instant, puisque tout le monde est convaincu que ça sert à rien. Et même l'OMS l'a dit. Même l'OMS l'a dit. C'est vrai que c'est répétitif, ces phénomènes. On veut mettre en avant un médicament qui lui est très cher, mais rapporte beaucoup d'argent à quelques personnes, et qui est toxique. Comparativement à un médicament qui rapporte rien à personne, qui n'est pas cher, qui n'est pas toxique, qui est efficace. Donc c'est assez... Voilà. Mais c'est vrai que c'est une option pour les personnes. Alors pour qui? Mais ça, c'est vraiment le médecin il connaît son patient, soit des personnes dont il pouvait suspecter qu'elles feraient une forme sévère. Donc ça, on connaît bien maintenant. Ceux qui se font une forme sévère, il y a l'âge, évidemment. Ça, c'est logique. Plus on est âgé, le système immunitaire est plus âgé et puis un peu déprimé. Au-dessus de 65 ans, c'est un peu le cut-off, 65 ans. Et puis, voilà, mais en même temps, c'est pas ça l'important, parce que moi, en soins intensifs, je vois des gens de 70 ans qui traversent des pathologies sévères avec des traitements sévères et qui s'en sortent presque sans égratignure après, et d'autres de 50 ans, parfois parce que leur foie est très malade, l'alcool, qui sont, eux, 1 mois et demi en soins intensifs. Donc, ce critère de l'âge, pour moi, est quand même relatif. Par contre, les facteurs de risque, ça c'est vrai. Donc, je travaille quand même dans un soin intensif de 21 lits, assez général, donc bien représentatif, je pense. Et j'ai fait après des gardes dans d'autres soins intensifs. Je retrouvais toujours les patients Covid sévères. Voilà, c'était presque toujours des gens
obèse, donc un BMI supérieur à 30, c'était presque une constante, ça, et diabétique et hypertendu, où on retrouvait très vite une maladie pulmonaire chronique, cardiaque chronique, rénale chronique, insuffisance rénale. Et ça, c'est assez logique, finalement. Plus on est malade, ben, plus on va faire la forme sévère. Et donc, si on pense que la personne qui a ces facteurs de risque développe un Covid, ben, ça a du sens d'agir très vite et de lui donner ces fameux médicaments peu coûteux, peu dangereux, qu'on connaît depuis longtemps. En clair, tu as un patient qui était transféré aux soins intensifs parce qu'il a une saturo, donc il a, donc, traduction saturo, la saturation d'oxygène est en chute, parce qu'on sait que dans les Covid, malheureusement, on peut avoir des patients qui désaturent et qui ne le sentent pas. Donc, on peut avoir des patients qui cliniquement vont bien, ils ne sont pas essoufflés, et si on fait la mesure de l'oxygène, ils sont déjà en désaturation, et on sait que ça, c'est un facteur de risque. Qu'est-ce que tu fais en médecine classique, je dirais? Donc, en médecine classique, ben, en fait, hormis tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas grand-chose à faire que de donner de l'oxygène. Oui. Néanmoins, il faut savoir que enfin, l'issue, si ça ne va pas, c'est d'intuber un patient et de le brancher à un respirateur. Et c'est quelque chose qu'on fait assez classiquement face à... dans la forme sévère qui amène la personne à soins intensifs, voire à mourir, c'est finalement, ce que tu dis très bien, une hypoxémie. C'est le point commun un peu à tout. C'est une hypoxémie, c'est les poumons qui se remplissent d'inflammation, les échanges gazeux ne se font pas, donc il y a trop peu d'oxygène. Est-ce qu'on n'a pas plus intubé au début que par après? Si, bien sûr. Et on a donc réagi comme on réagit classiquement face à ce qu'on voyait, que nous on appelle dans notre jargon ARDS, SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui est en fait un mot qui ne veut rien dire, parce que c'est en fait un tableau symptomatique caractérisé par une insuffisance respiratoire. Ce n'est pas une maladie. Mais en même temps, on s'est dit, bah, cette infection virale débouche sur ça, peut-être en se surinfectant par une bactérie, c'est possible. Mais donc, devant ce tableau-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas s'inquiéter, on a des machines, donc on a tué. Mais on s'est rendu compte que dans ce cas précis, on a probablement aggravé les choses et avec un emballement de cette hyperinflammation. Et en même temps, en n'appliquant pas des choses, en ne faisant pas certains dosages, il y a des études qui ont sorti. Voilà, il y a la ferritine, certains dosages comme la CRP, c'est-à-dire qu'on a des dosages qu'on peut faire dans le sang qui peuvent traduire l'état de l'inflammation dans le corps. Et on peut identifier vraiment très précocement les personnes au travers de ces paramètres inflammatoires qui explosaient, qui vont faire ces formes sévères, où là, les traitements doivent être vraiment de mettre au repos le système immunitaire avec des corticoïdes, avec à haute dose, mais pas seulement, finalement, avec aussi des médicaments peut-être un peu plus chers qui vont être vraiment des anti-immunités. C'est des anti-immunités, ce qui est paradoxal, puisqu'on a affaire à une maladie avec une attaque du système immunitaire, mais avant d'atteindre cette phase-là, ce qui est important, c'est de renforcer le système immunitaire, de l'aider et à la fin, le plus tôt possible. Mais dans ces formes sévères, où là, et probablement que l'intubation n'a pas aidé parce que ça déclenche aussi, ça participe à déclencher ces réactions inflammatoires. Donc c'était une erreur probablement d'intuber trop vite. Donc, voilà. Mais à ce moment-là, paradoxalement, là, le système immunitaire, c'est là lui le problème. Il se retourne vraiment contre la personne. Cette surimmunité, toutes ces molécules aussi entraînent une coagulation périalvéolaire. Et alors, on s'est rendu compte, mais en fait, en soins intensifs, on y est particulièrement confronté. On a une interaction très forte entre l'immunité et le système de la coagulation. On retrouve des voies communes, des molécules qui font un peu les deux, l'inflammation et la coagulation. Et c'est vrai qu'on a remarqué que par rapport à la grippe, par exemple, qui peut donner également un ARDS, un SDRA, une atteinte pulmonaire avec hypoxie. La grippe peut donner ça aussi. Mais avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait en plus très vite des phénomènes d'hypercoagulation avec thrombose, ces fameux AVC. De la mise sous anticoagulants. Voilà. Donc, on donnait des anticoagulants assez régulièrement à ces gens dès qu'ils sont intubés parce qu'ils ne bougent plus. Donc, il y a une notion de propension à faire des thromboses de toute façon, mais à des doses assez réduites et classiques. Et quand on s'est rendu compte que ces gens faisaient anormalement des AVC, notamment au niveau cérébral, des embolies pulmonaires à une fréquence quand même assez inhabituelle, on s'est dit, il y a un problème. On a commencé à doser des facteurs de coagulation, à se rendre compte que ces gens étaient dans une hypercoagulabilité. Mais c'est toujours lié à l'inflammation. Et là, on a donné des doses plus importantes et ça a permis de réduire la mortalité. Tu peux estimer vers quel mois tu as commencé à anticoaguler les patients? Je dirais donc la première vague, c'était en mars. On a vraiment commencé à réagir
en juin. Ok, alors j'explique un truc qui m'est arrivé. J'ai une infirmière à qui je travaille dans ma partie esthétique, qui est un peu fragile, et elle fait le Covid vers le mois de mai. Et je la connais, point de vue médical, dans quelques pathologies sous-jacentes. Et finalement, elle va à la garde d'un gros hôpital de Bruxelles, dont je ne citerai pas le nom. Et je communique par SMS avec elle. Je lui dis, écoute, exige qu'on te mette sous héparine, au moins héparine de bas moléculaire, qui sont une petite piqûre dans le ventre. Et puis elle m'envoie un message que le médecin refuse. Je passe le mois. Je me suis engueulé au téléphone avec le mois de mai, donc c'était avant qu'officiellement. Et puis j'ai dit, écoutez, si elle décède, vous mourrez sur le dos. Et finalement, il l'a fait. Et quelques semaines après, paraissaient justement les études mettant en évidence qu'on devrait tous ces anticoagulés. Et voilà. Donc, comme quoi, en médecine, les choses évoluent avec le temps. Il faut être à l'affût de ce qui est publié, de ce que les autres disent de leur expérience. En fait. Oui, d'autant que le risque d'augmenter cette anticoagulation, surtout sur intensif, on dose tout, on observe tout, n'était pas très élevé. Il a quand même fallu le temps de s'en rendre compte. Mais là encore, il y a une inertie, tu as raison. Il y a une inertie entre le moment de s'en rendre compte, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis de le faire. Parce que je crois que ça a vraiment été dans les protocoles d'à peu près tous les soins intensifs, même plus tard, en juillet, août. Et je dirais que pour la deuxième vague, aussi bien la corticothérapie à haute dose, donc, ce qui est paradoxal, encore une fois, mais les personnes, c'est peut-être pas évident pour les personnes que c'est très contradictoire de donner de la cortisone dans une situation infectieuse, parce que dans une situation infectieuse, la cortisone va avoir cet effet anti-inflammatoire qui peut limiter les défenses anti-infectieuses. Donc, ça peut faire flamber l'infection. Mais on s'est rendu compte aussi, à un moment, dans les formes sévères du Covid, c'est plus tellement l'infection virale, le virus est même parti, en fait. C'est plus que des bouts de virus, mais qui déclenchent, qui triguent cette réaction hyper-inflammatoire et qui fait que, paradoxalement, dans une situation au départ infectieuse, on va donner des anti-inflammatoires très puissants. Mais moi, pour moi, avec le recul et en ayant lu notamment ces travaux aux États-Unis, on ne donne même pas assez. On ne donne pas des doses assez fortes. Moi, je suis hormonologue, donc j'ai plein de patients qui viennent chez moi parce qu'ils ont plus des signes de déficience hormonale, évidemment sur base des taux sanguins, de l'anamnèse, je prescris ce qu'il faut. Donc j'ai beaucoup de patients qui ont 35-40 ans, la surrénale commence à faiblir, ils ont leur DHA, ils ont leur cortisone, soit méthylprète si c'est des signes inflammatoires qu'ils ont, soit hydro, c'est des signes plutôt de fatigue, soit les deux. Et donc, j'ai énormément de patients qui, en mois de mars, m'ont contacté en me disant, écoutez, est-ce que je dois arrêter? Est-ce que j'arrête vraiment, comme m'a dit mon médecin traitant ou mon pharmacien, ma méthylprète 2 et mon hydro à 20 le matin, 10 le midi, 5 l'après-midi? Et je dis, surtout pas à l'époque. Surtout pas. Et j'ai eu bien raison, parce que par rapport, on s'est rendu compte que, en fait, je leur donnais quoi du cortisol à ces patients, pas parce que je voulais les shooter, parce que les doper, mais simplement parce qu'ils avaient tous les signes de déficience. Donc, j'ai juste optimalisé leurs hormones. Et donc, il ne faut surtout pas, chez ces gens-là, arrêter le cortisol basal à petite dose, à dose, je dirais, physiologique, parce qu'il faut un Covid. Donc, je parle encore des Covid qui vont arriver maintenant. Ce sera même dramatique, je pense, si ça s'arrête. Ce sera dramatique, parce que leurs rénales ne vont pas réagir et dans un état de stress. Et l'infection, c'est un stress, même le stress général. Antibiotiques d'office, vous mettez? Alors, on mettait des antibiotiques, pas d'office, pas d'office, mais avec, encore une fois, ces réflexes de base vis-à-vis d'une infection virale. C'est viral, pas antibiotique. Mais en même temps, ce dont on s'est rendu compte, mais encore une fois, il faut le temps de s'en rendre compte, on avait beaucoup plus rapidement des surinfections bactériennes très résistantes, d'emblée. Qu'on a normalement plus tardivement dans l'évolution d'une maladie aux soins intensifs. Parce qu'on a donné plein d'antibiotiques, justement. Et donc, on se retrouve à un moment avec des bactéries multirésistantes, comme on appelle, et sur lesquelles on doit mettre 2 antibiotiques souvent. Donc, on est très prudent avec les antibiotiques. Mais là, je pense que dans le Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait les mettre plus tôt que tard. Exactement. Et d'où, je pense, le bon sens des protocoles, même préhospitaliers, d'associer très vite. Mais là, un antibiotique assez léger, entre guillemets. Il n'y a pas d'antibiotique léger. Il faut toujours peser la balance, je pense, de donner un antibiotique. Surtout quand on connaît les effets sur les bactéries dans l'intestin. Moi, je fais des probiotiques et mégadoses de voilà, donc oui, ou alors en associant à autre chose qui va. Moi, j'ai l'expérience en tant qu'ORL depuis toujours, c'est que quand on a des bactéries qu'on appelle atypiques, qui sont des mycoplasmes, des uréoplasmes, et ça, qui sont en fait des bactéries atypiques, c'est ni des bactéries ni des virus, c'est un peu à cheval entre les deux. Les deux seules classes antibiotiques qui agissent là-dessus, ce sont les tétracyclines et les macrolides, dont fait partie l'azithromycine. Exactement. Voilà. Et c'est assez intéressant parce que
L'autre choix que tu vas plus voir aux États-Unis, Doxycycline. exactement. Ouais, Et en Inde, c'est les tétracyclines. Chez Raoult et en Europe, c'est la azithromycine. Mais en plus, ce que tu dis est vraiment super intéressant parce que beaucoup de pneumologues avaient l'impression de traiter des pneumonies atypiques parce que l'image radiologique soi-disant spécifique du Covid, parce que là aussi, on nous a bombardé comment ce qu'ils pouvaient dire en quelques semaines qu'on avait une image typique d'une maladie qu'on ne connaissait pas. Ouais. Et les radiologues se sont précipités là-dedans. Non, tout ce qu'on voit, c'est un ARDS. Un ARDS, c'est une atteinte pulmonaire diffuse qu'on peut avoir après une pancréatite. Il n'y a pas de spécificité vraiment, si ce n'est pour certains pneumologues, ça ressemblait vraiment à une image patchy, la comme ils disent, d'infiltration interstitielle diffuse, pneumopathie interstitielle diffuse, qu'on peut avoir aussi dans des pneumonies chimiques, par exemple, et notamment aussi les pneumonies atypiques. Donc je me demande, moi, si même certaines personnes, en ayant pris le protocole hydroxychloroquine, azithromycine, ce n'est pas l'azithromycine qui les a fait passer. C'est l'impression qu'on a. Et donc, il faut retenir que la vraie force, c'est l'association vraiment des deux, parce qu'en plus, encore une fois, on se retrouve avec des molécules assez légère en termes de toxicité par rapport à tout ce qu'il y a d'autre. Alors, tu me racontais juste tout à l'heure, avant cet enregistrement, qu'en Inde, ils offraient pour 1 ou 2 euros un pack. Dis-moi ce qu'il y avait dedans. Donc, oui, parce qu'en plus, on n'a pas parlé de l'ivermectine. On en a parlé en préhospitalier, mais les études montrent que l'ivermectine, contrairement à l'hydroxychloroquine, garde une efficacité tout le long au fait de la maladie, parce qu'on se rend compte que c'est un anti-inflammatoire puissant. Donc, ça peut être l'option quand on est face à cette forme sévère, pas cette donnée l'ivermectine, quand même moins dangereuse que les autres anti-TNF et tout ça. Et au point que, alors qu'on va avoir en Occident des scientifiques, des médecins qui entendent encore leurs études randomisées contrôlées là-dessus, avant de dire que c'est bon, en Inde, ils n'attendent rien. Et on voit ça au Brésil aussi. Et en Inde, effectivement, le gouvernement, voilà, il a décidé de ne pas attendre. Il donne à sa population, en tout cas dans certaines régions, des kits qui comptent quadrithérapie. Donc, on a du zinc. On va retrouver toujours la même chose. C'est pas un hasard. Vitamine D3, zinc, ivermectine et doxycycline. Voilà. Et ils donnent ça pour un prix de $2. Et donc, c'est même pas les gens qui doivent aller les chercher dans leur pharmacie, je sais pas comment ils appellent ça eux, l'équivalent, c'est distribué. Un peu sur le même état d'esprit, et ça c'est l'OMS qui le recommande, en Afrique on distribue l'ivermectine dans les régions endémiques, donc onchocercose, filariose, ils n'attendent pas qu'ils fassent la maladie parce qu'ils peuvent se retrouver aveugles. Ils distribuent à tel moment de l'année, une fois par an, kit d'ivermectine et les gens prennent leur ivermectine et ne font pas la maladie. Et ben, c'est un peu sur cet état d'esprit qu'est-ce qu'on attend en Belgique et en France. Pour rebondir là-dessus, je suis désolé, il y a quelque chose qu'on a oublié dans la première présentation, qu'on a oublié maintenant, c'est de parler de l'artémisia. Alors l'artémisia qui est un antipaludéen comme l'hydrochloroquine, moi j'ai soigné beaucoup de patients avec l'artémisia, donc sachant que l'artémisia annua est interdite dans nos pays, alors que ça n'a jamais eu aucun effet secondaire. Et l'artémisia agit à 99% dans le paludisme, la malaria, sans avoir l'effet secondaire des l'ARIAM, qui a fait que notre star national, Stromae, a dû arrêter sa tournée en Afrique parce qu'il avait fait une psychose, qui fait qu'on a un pilote d'avion qui a planté son avion sur une montagne parce qu'il voulait se suicider, il a suicidé tout son avion, il était sous l'ARIAM. Et donc cette artémisia, dans certains pays africains, comme Madagascar, est utilisée en première intention. Ils ont des résultats extraordinaires, une mortalité qui est bien moindre que chez nous avec tous nos moyens sophistiqués. Et moi, dans mon pack, j'ai un patient qui vient, il a des symptômes grippaux, je suis à Covid, je fais un rapide test antigénique frottis buccal par goutte de sang quand c'est l'autre test. Il est positif, ben, je lui prescris l'artémisia. Je lui dis où aller le chercher. Je lui prescris les huiles essentielles, je lui prescris de l'argent colloïdal, des probiotiques, la vitamine à haute dose, du zinc à haute dose, et j'ai eu aucun mort. Je voudrais quand même spécifier que rien que de dire ça, mais moi je fais et toi aussi de la médecine, pas de la science randomisée contrôlée, mais rien que de dire ça peut nous faire convoquer à l'heure. Je sais, j'en suis conscient, Et je les attends de pied ferme. Et bien sûr, puisque ça veut dire autre chose. Ce qu'on dit, c'est qu'on parle d'une plante pas toxique et dont pas nous croire sur parole, il faut aller se renseigner par soi-même. Il y a plein de recherches et d'études
et d'expérience de médecins surtout, Et d'expérience à de ce sujet-là, médecins ouais, qui j'ai ont des résultats. une collègue qui travaille dans le Brabant, la pauvre, elle était convoquée à l'ordre des médecins Ouais, je le parce dis qu'elle était exprès. osée mettre sur son Facebook, elle est traitée sans Covid de façon naturelle. Voilà, Par l'agent Covidal, l'essentiel. Elle a osé mettre ça sur son Facebook, convoquée à l'ordre des médecins. c'est Alors ça. moi, je me suis déchaîné contre eux, j'ai Faut le envoyé dire. plein d'études concernant les produits qu'elle a utilisés, elle n'a pas eu d'ennui. Mais Et c'est scandaleux, quoi. tout à fait, On se d'autant. sauve la vie, on sauve la vie de ses patients et on est convoqué à l'ordre des Et médecins. d'autant, et on en parlait tantôt, le rôle unique de l'ordre des médecins, c'est de régler les relations entre collègues et Ouais. entre médecins au niveau déontologique, C'est au pas faire niveau la science. confraternel. Normalement, pas de rôle à jouer dans, je dirais, les traitements en soi qui appartiennent au docteur, qui est dans son âme et conscience, encore une fois, et qui surtout, lui, le contrat qu'il a, c'est avec son patient, finalement, pas avec personne d'autre. Il a un contrat moral et évidemment professionnel avec son patient, secret et tout ça. Et si lui pense que, et qu'en plus il peut le justifier, ça ne devrait déboucher sur rien du tout. Et rien que d'en parler, c'est vrai, On est attaquable à ça l'ordre peut des médecins. révéler des choses parce que Mais ça, ça me dérange pas du tout. Ah J'ai non, l'habitude, non, sinon on ils ne le ferait connaissent pas. ma tête, ils me connaissent par cœur. Je suis déjà allé beaucoup de fois. Pour être complet quand même par rapport, enfin, c'est déjà pas mal. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Tout ce qu'on a dit en pré-hospitalier a du sens d'être donné encore en intra-hospitalier et même aux soins intensifs. Encore une fois, des choses simples, la vitamine D3, c'est pas fini. Il faut encore y penser en soins intensifs. Or, ce n'est pas donné. Il y a la vitamine C. Encore une fois, aux États-Unis, Maric, qui n'est pas n'importe qui en soins intensifs. En plus, c'est assez incroyable de voir des confrères intensivistes regardent ça de haut quand on voit de qui ça vient. Ça vient d'un expert reconnu qui a écrit des livres de soins intensifs. On connaît Jean-Louis Vincent en Belgique, qui est une sommité. Ben, Paul Maric, c'est une sommité aux États-Unis en soins intensifs. Et il ne le ferait pas, je pense, s'il en doutait. Il applique des protocoles qui comportent la vitamine C en intraveineux à haute dose. Ouais. Et encore une fois, qu'est-ce que ça coûte? Quel est le danger? Aucun, ça coûte rien. Ça marche. Et ça marche. Donc, il n'y a rien qui puisse justifier. Et on ne peut pas attendre en urgence sanitaire une étude randomisée contrôlée. D'ailleurs, sur les vaccins, on ne le fait pas. Donc, il n'y a pas de raison. Maintenant, il y a aussi la mélatonine, qui est un médicament, encore une fois, assez safe, dont on s'est rendu compte des propriétés anti-inflammatoires. Et là encore, dans ces équipes américaines, c'est dans leur protocole, la mélatonine. Jusqu'à 50 grammes par jour, voilà. Alors qu'on utilise en milligrammes. La 50 mg par jour, alors que nous, on l'utilise en 1, 2, 3 mg voilà. pour les troubles du sommeil. Sans problème. La quercétine, etc. Mais déjà, rien que ça. Le protocole canadien, c'est docteur, c'est pas Sacré qui s'appelle. Je ne sais pas. Canadien, oui, non chrétien, pardon, chrétien. Ah oui. Qui est aussi une sommité. Il utilise la quercétine à forte dose, il a d'aussi bons résultats. Voilà. Donc en fait, il y a plein de chemins qui mènent à Rome. Ah, oui. Et on choisit son chemin. On choisit de prendre aussi plusieurs chemins en même temps, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est vraiment le choc frontal. Moi, allez, on voit quand même. Interdire à des médecins de prescrire, c'est jamais vu. Surtout les molécules qu'on connaît depuis 60 ans, en faisant croire qu'elles sont devenues toxiques en 2020. C'est des éléments qui m'ont choqué, mais ça aussi, en cherchant de voir que c'est pas vrai du tout, alors ce qu'ils nous disent qu'il n'y a rien à faire, il y a énormément de choses à faire. Et surtout, c'est pas des petites choses comme ils auraient tendance à faire passer, pas du tout. Et en même temps, c'est défendu par des collègues super renommés dans mon métier et en médecine en général. Et de par le monde, finalement, on se rend compte qu'il y a des médecins qui prescrivent ça, qui ont des résultats. Pour un médecin qui est un médecin avant d'être un scientifique, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que j'ai des collègues qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais moi, je trouve qu'on peut évidemment faire de la science, mais on est avant tout médecin. Le fait d'avoir des collègues qui ont des résultats, c'est au-dessus de tout. Il faut profiter surtout avec des molécules. Il faut profiter de l'expérience des autres. Saines, voilà, c'est ça. C'est la médecine. À chaque fois, voilà. Même si derrière, on peut... L'idée n'est pas non plus de ne pas faire ces études, mais quand on est avec des molécules bon marché qui sont peu toxiques, qui ont l'air de marcher, on y va. On verra ce que l'étude donnera, à condition de bien faire l'étude. Parce qu'encore une fois, sur l'hydroxychloroquine, ça ne prouve rien ce qu'ils ont fait. Et voilà. Voilà. Ok. Ok, ben merci pour cette deuxième partie. Et la partie suivante, ce sera un gros morceau. Ce sera le vaccin. Ah, tu ne voulais pas parler du syndrome post-Covid aussi? Oui, syndrome post-Covid, on va en reparler tout à l'heure.